Alors, pendant cette COP28, le nucléaire a fait un grand retour après des années de boycott. C'était un retour triomphal. Quelques semaines avant le lancement officiel de la COP28, donc c'était le 2 décembre, aux Émirats arabes unis, les États-Unis en tête de file, la France et d'autres États membres de l'Union européenne favorables au nucléaire, les Émirats arabes unis qui ont construit leur première centrale, le Canada, la Corée du Sud, le Japon qui s'est mis à relancer ses centrales nucléaires et, grande surprise, le Ghana, ont signé un accord appelant à tripler les capacités de l'énergie nucléaire dans le monde. Alors, le nucléaire a été au final déployé dans l'accord final, une solution saluée par John Kerry et un accord aussi salué et félicité par John Kerry et Emmanuel Macron, qui a dit, je cite, le nucléaire est une énergie propre. Et donc, ça a marqué clairement ça a marqué cet événement, cette COP28, bien que les médias n'en ont pas beaucoup parlé, mais c'était un point de l'accord qui, pour les défenseurs du nucléaire, devrait permettre de lutter contre le réchauffement climatique et aussi devrait permettre, lors des prochains bilans mondiaux, de faire basculer la balance. Mais voilà, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez face à tout cela? Emmanuel Macron, le président de la République française, lui était très satisfait de la solution apportée, enfin, de la question du nucléaire en clamant Nuclear Energy is back. Mais c'est une question qui divise encore aujourd'hui. On pourra en discuter à la fin de la présentation, parce que c'est un sujet assez complexe et puis qu'on ne maîtrise pas forcément n'étant pas du milieu. Mais pour ceux qui maîtrisent la question, l'énergie en elle-même est peut-être propre, mais la question des déchets et celle de la sûreté pose problème, notamment sur le long terme, car c'est dangereux et tout simplement imprévisible. Donc, face à cela, on peut citer Fukushima, l'épisode de Fukushima, donc qui a entraîné par la suite une vigilance accrue des centrales nucléaires et la fermeture des centrales de Fukushima et d'autres centrales nucléaires au Japon. Donc un État qui est sur une zone sismique élevée et en plus de ça une zone donc de tsunami. Donc pour conclure et faire en même temps un petit récap de la situation globale, c'est clair que la COP28 avait comme enjeu central l'énergie, voire la souveraineté énergétique des différents pôles qu'on a pu voir entre pays producteurs d'énergie de fossiles, pays producteurs de gaz, pays vulnérables, pays en voie de développement. Il y a clairement des pôles énergétiques et il y a donc ce besoin de souveraineté énergétique qui s'est faufilé dans la question climatique lors de la conférence des climats. Néanmoins, ce qui est attendu de cet accord dit historique, c'est d'abord que les pays riches jouent un rôle de chef de file. Tout simplement parce que les pays riches sont les principaux pays pollueurs dans le monde. Donc, avec ce rôle attendu, on attend des solutions, on attend des lois. On a vu que l'Europe a passé certaines réglementations en matière de décarbonation, en matière d'entreprise durable, en matière de RSE ou de déclaration extra-financière. On a vu en août dernier que les États-Unis ont voté la loi IRA, la Inflation Reduction Act, qui vise notamment à inciter le consommateur à consommer durable, tout en réduisant l'impact de l'inflation sur
les paniers très affectés par la crise sanitaire du Covid-19. Et donc, on voit qu'il y a cette dynamique qui essaie tant bien que mal à allier le libéralisme économique et la conscience climatique. Pour les pays pauvres, clairement, les pays les plus vulnérables, la transition a un coût. Personnellement, je pense que c'est l'occasion pour ces pays de rebattre les cartes et de repenser une façon de produire, de se produire dans ce monde en plein changement, en plein bouleversement de pôles et en plein changement de paradigme. Mais en attendant ce changement, l'accord de la COP28 se veut un accord juste, durable et équitable aussi pour les pays les plus vulnérables, en ce sens que l'accord voté a pour vocation d'aider les pays à renforcer leur résistance face aux effets du changement climatique, ce qui est encourageant. Pour le monde de l'entreprise, l'accord veut encourager l'innovation et la recherche. Et donc la COP28, dans son accord final, là aussi, inscrit des objectifs de triplement de production des énergies renouvelables d'ici 2030. Et donc pour atteindre ces objectifs impressionnants, les scientifiques et les dirigeants ont inscrit des objectifs visant à promouvoir la recherche et l'innovation par des techniques innovantes. Donc, pour finir, merci beaucoup pour vous qui avez pu vous connecter à ce webinaire. Et puis, je vais clore cette page de présentation et on pourra donc débattre sur les quelques questions que vous avez pu retenir pour cette fin de webinaire. Donc, on a à peu près 25 minutes, 20-25 minutes pour répondre aux questions. Alors, pour ceux qui suivront ce webinaire en rediffusion sur YouTube, n'hésitez pas à me contacter par email affiché là si vous avez des questions par rapport à la présentation ou tout simplement écrire en commentaire. Et surtout, je vous invite à vous abonner à la page YouTube pour recevoir les dernières notifications des prochaines conférences ou vidéos que je ferai en relation avec la RSE et les sujets environnementaux. Donc merci et puis à bientôt.